Jean-Michel Amari nous faire part de son point de vue sur les coûts et les possibilités de développement de ces solutions. Merci, Monsieur Kalinowski, messieurs les parlementaires, messieurs, dames. Merci de m'accueillir et de me donner la parole. Donner la parole à Ataoué, qui est une toute petite structure aujourd'hui, en démarrage d'activité, et qui, pour faire face à l'accès sur le marché le plus rapide, a fait des choix de positionnement très spécifiques, en effet, pour aller dans les sites isolés, pour proposer des produits d'autonomie énergétique sur les sites isolés. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'énergie sur un site isolé, elle est vitale. On n'est pas connecté à un réseau par définition. Donc les moyens de production permettent le développement ou non de ce site. Et puis également parce que ces sites isolés sont des sites qui ont été identifiés, notamment dans la feuille de route ADEME il y a un an, comme faisant partie des marchés précoces. On parlait tout à l'heure des chariots élévateurs, des flottes captives, du nomadisme et également de la génération d'énergie pour les sites isolés. Et là, c'est le principe de réalité qui s'applique, puisque tout produit pour atteindre un marché doit amener une compétitivité économique. Et le site isolé, aujourd'hui, a d'ores et déjà des prix d'énergie qui sont des prix qui n'ont rien à voir avec les prix que l'on a sur le réseau. Au réseau, on est à une vingtaine de centimes d'euros du kilowattheure aujourd'hui. Si on prend une valeur moyenne, sur un site isolé, les premiers prix du kilowattheure en entrée sont à 1 euro du kilowattheure, et c'est un prix qui s'étend jusqu'à 20 euros. On n'est pas dans une fourchette, on est dans un grand écart là du prix, qui a différentes composantes qui font, notamment en raison de l'éloignement, des conditions climatiques, qu'on a une marge de manœuvre qui laisse beaucoup plus de possibilités aux technologies nouvelles et innovantes de pouvoir pénétrer et amener de la pertinence. Quand on parle de sites isolés, on parle de sites qui peuvent être habités en montagne, dans des îles, mais également d'applications industrielles, vous le disiez, des applications industrielles en lien avec de la surveillance de réseaux, des surveillances de différentes infrastructures, ou également des applications qui font de la transmission de signaux, transmission d'informations. Et sur un site isolé, l'approvisionnement énergétique doit répondre à 3 critères principaux. Le premier, c'est la fiabilité. Je le disais tout à l'heure, c'est vital pour le développement et pour l'activité qui est créée. Donc, la disponibilité de l'énergie doit être garantie. Et puis, une fiabilité aux conditions extrêmes, puisque ces sites isolés, par définition, sont soumis à des conditions climatiques qui peuvent être extrêmes. Deuxième critère important, l'autonomie, l'autonomie et la simplicité d'utilisation en lien avec l'approvisionnement du carburant, qui est un des premiers critères qui fait que tout à l'heure on est dans ce grand écart de prix entre 1 et 20 euros du kilowattheure. Quand il faut prendre des moyens d'approvisionnement qui sont des moyens compliqués, des bateaux, des hélicoptères, des engins spéciaux, des chenillettes pour aller alimenter des sites qui sont là encore plus éloignés, le coût du carburant n'est pas le coût que l'on connaît aujourd'hui à une pompe, à une station-service connectée. On l'a pour le carburant, les coûts également sont grévés pour la maintenance, puisqu'il faut s'y rendre. Et donc, voilà ces points-là qui sont les gros facteurs qui construisent ce coût de l'énergie sur un site isolé. Dernière caractéristique importante, la propreté, la cohérence environnementale, puisqu'on est un site isolé par définition en pleine nature, et donc les solutions qui sont là-bas, qui sont installées, doivent pouvoir répondre à cette cohérence. Aujourd'hui, il y a des solutions actuelles, bien sûr, qui répondent et qui fournissent cette énergie sur ces sites. Ce sont des panneaux photovoltaïques et des batteries. Qui sont sujettes à l'intermittence et à la désynchronisation. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et en plus, qui ont un deuxième problème, c'est la capacité très limitée de stockage, qui est de l'ordre de 2 à 3 jours généralement, et qui fait que s'il y a des périodes où on est surproducteur on ne sait pas stocker cette énergie pour pouvoir la rendre au moment où on va avoir une désynchronisation forte au niveau de la saison. On parle de cette intermittence jour-nuit, mais l'intermittence également été-hiver. Et donc, là-dessus, on a un recours quasi systématique au groupe électrogène pour venir combler ce déficit d'énergie dans les périodes de moindre production, avec les problématiques de fiabilité liées au groupe électrogène qui nécessitent un entretien très régulier, toujours les nécessités d'approvisionnement de carburant indispensables, et de nuisances associées au bruit. Tout le monde a eu l'occasion
d'approcher des groupes électrogènes et de vite les fuir, et un coût total de possession à l'arrivée, on en parlait tout à l'heure sur les véhicules, mais le coût total de possession prenant en compte l'investissement au départ et les frais de fonctionnement. Alors, le groupe électrogène est quelque chose qui est miraculeux puisqu'il a un coût d'investissement qui est quasi nul, enfin, puisqu'il est produit à des millions d'unités par an et commercialisé depuis des dizaines d'années. Par contre, en frais de fonctionnement, là, en maintenance, en approvisionnement, c'est là qu'on grève le prix. Par contre, ce sont des coûts qui sont principalement des coûts cachés et qui font que, un petit peu le comparatif avec le véhicule, combien coûte notre véhicule réellement aujourd'hui au kilomètre, c'est difficile de le dire. On sait combien on l'a acheté, on sait combien on nous coûte quand on fait nos révisions, quand on va changer nos pneus régulièrement, mais avoir une vision globale de ce coût, on l'appréhende difficilement. C'est la même chose sur un site isolé ou pour l'utilisation de nos groupes électrogènes. Et donc, voilà, ces problématiques, ces nuisances qui sont liées là-dessus. Et donc notre volonté était de développer une nouvelle solution qui soit une solution qui permette d'amener des réponses aux attentes des sites isolés. Et c'est pour ça qu'on a conçu un système de stockage de l'énergie renouvelable qui vient s'interconnecter aux moyens de production, qu'ils soient éoliens, solaires ou hydrauliques, micro-hydrauliques, et qui va venir gérer le stockage court terme au travers de batteries qui, elles, sont extrêmement performantes et peu coûteuses sur le stockage court terme, et un stockage long terme pour là arriver à garder pendant plusieurs mois tous les excédents de production d'énergie renouvelable que l'on ne sait pas stocker dans les batteries, en utilisant là des technologies hydrogènes sur leur point fort, à savoir la densité et la stabilité dans le temps de cette conservation de l'énergie au travers du vecteur hydrogène. Et donc on a fait des choix qui sont des choix tout à l'heure, le professeur Latroche disait que parlait des hydrures métalliques. On a fait un choix, il s'est imposé à nous pour ces raisons de sécurité, pour ces raisons de compacité et l'inconvénient du poids est un inconvénient qui, lorsqu'on est dans des sites qui sont des applications stationnaires, qui ne sont pas faites pour bouger, cet inconvénient-là est minoré, ou en tout cas devient beaucoup moins prégnant. Et donc c'est pour ça qu'on s'est orienté là-dessus, puisque l'hydrogène permet de garder cette énergie produite en excès l'été pour qu'on la redélivre sur le site l'hiver, au travers de ce stockage. Et donc pour faire ça, on a produit sur place, au travers d'un électrolyseur, de l'hydrogène à partir de l'électricité et de l'eau, stocké dans des hydrures métalliques. On les garde pendant plusieurs mois et on va les retransformer dans une pile à combustible lorsque ce sera nécessaire pour venir réapprovisionner le site avec un choix d'hydrogène d'hydrure basse température qui est en association avec de la cogénération chaleur de la pile à combustible pour venir auto-entretenir ce phénomène et être dans une logique de performance de système qui amène un rendement qui est supérieur à 50% sur tout le système. Vous rentrez 100 kWh en énergie renouvelable, on en sortira plus de 50 sur le site. Voilà. Donc, dans cette logique-là, ce sont en effet des systèmes qui vont être déployés dans un premier temps sur des sites habités, des applications de niche qui aujourd'hui émettent des intérêts par rapport à ces avantages qui sont donnés au travers de l'absence de carburant, au travers de l'absence de nécessité de carburant, au travers des avantages de fonctionnement liés à aucune émission de CO2, aucun bruit en fonctionnement, aucune pollution, et pour lesquels ces sites-là, qui sont des sites habités, des sites liés à du tourisme durable qu'on va trouver en montagne, dans des îles ou dans d'autres territoires plus vastes, pour lesquels ces sites trouvent une création de valeur et un avantage de différenciation par rapport à leurs concurrents en utilisant ces systèmes. J'en prends pour exemple un appel d'offres qui a été passé courant septembre pour équiper un refuge dans un parc national qui est le parc national de la Vanoise pour venir sortir ces groupes électrogènes et mettre en place les nouveaux systèmes d'autonomie énergétique en lien avec ces positionnements de cohérence environnementale et de respect de l'environnement dans lequel ils sont situés. Dans un deuxième temps, les marchés qui sont ciblés là-dessus sont des marchés qui sont des micro-réseaux civils ou militaires. Si on se projette là-dessus sur ce que sont les micro-réseaux en accès
au niveau français, on va tout de suite penser aux micro-réseaux dans les îles, des villages, des alimentations en Guyane, dans la Réunion, dans des endroits qui sont difficiles d'accès, pour lesquels il y a des personnes qui vivent, qui habitent là-bas, qui ont besoin d'énergie et qui ont besoin de plus en plus d'énergie pour avoir accès à des moyens de communication qui soient fiables et modernes pour que le développement économique puisse se passer dans ces endroits-là. Troisième cible là-dessus, qui est la cible en effet que vous citiez, qui est le plus gros potentiel, c'est les cibles liées aux transmissions de signaux, que ce soit dans la téléphonie, mais également dans le broadcast, la télé, la radio ou d'autres signaux, où là, sur des marchés d'ores et déjà, des marchés uniquement en transmission de signal sur des sites isolés, on est à plus de 13 000 installations dans le monde qui se font aujourd'hui, en 2013, et en 2020, on est sur plus de 80 000 installations par an qui seront faites là-dessus. Donc une explosion, une croissance très forte, un développement très important de ces installations en site isolé pour lesquelles ces systèmes amènent de la pertinence. Je voulais mettre le point également sur les quelques freins aujourd'hui qui empêchent que ces déploiements qui les freinent, en tout cas, qui les ralentissent. Le premier, et on en a déjà parlé, mais je me permets de réinsister là-dessus, ce sont les réglementations autour de la production et du stockage d'hydrogène. J'insiste sur la production d'hydrogène. On est soumis à une réglementation des installations classées pour l'environnement, une rubrique 14-15 sur la production. Dès qu'on produit une mole d'hydrogène, on est censé, on doit aujourd'hui faire appel, avoir un dossier qui va être instruit. Cette durée d'instruction prend entre 12 et 18 mois. Vous imaginez qu'un site qui veut s'équiper de ces systèmes, aujourd'hui on n'est pas dans une logique où on va se dire on s'en parlera dans 24 mois, je vais investir aujourd'hui et puis on l'installera dans 24 mois. On est complètement en décorrélation avec les attentes et puis avec ce qui est en face, tout en sachant que là-dessus, ça ne veut pas dire qu'on doit faire au rabais au terme de la sécurité. Donc là, il y a une décorrélation totale entre la sécurité et la réglementation. Donc là, être très clair, pour lesquelles je pense qu'il y a des actions très court terme qui peuvent être menées, puisqu'aujourd'hui, cette réglementation, cette 14-15, précise un caractère industriel de la production d'hydrogène. Et donc, il pourrait être, dans un premier temps, peut-être être précisé par une position officielle. Qu'est-ce qu'on entend par une production industrielle de l'hydrogène pour faire en sorte que ce cadre soit clair et que pour les personnes de l'ADREAL qui doivent instruire ces dossiers, on ne leur demande pas à eux de prendre cette décision, mais que c'est été posé. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait à court terme pour que, bien entendu, derrière soient menées des actions d'évolution de ces rubriques. Comme ça doit être fait. Deuxième frein que j'identifie, c'est que l'hydrogène énergie, dans les esprits, tout du moins en tout cas en France, est encore considéré comme étant des technologies qui sont en recherche et développement. Ça n'est pas le cas. Ça a été dit tout à l'heure par M. Fred, il y a plusieurs dizaines de milliers d'installations dans le monde qui sont faites sur ces technologies. Les technologies qui sont développées en France sont des technologies qui n'ont pas à rougir par rapport aux technologies concurrentes dans le monde. Et pour lequel, là-dessus, il est important que l'on envisage, et c'est ce qu'on a fait nous en utilisant 100% de technologie française dans la conception de notre produit, d'aller passer rapidement à un déploiement de ces produits qui sont prêts à être commercialisés, à atteindre le marché dans des premiers systèmes, ce qui nous permettra d'avoir une chute des prix et donc de devenir compétitifs et en même temps d'améliorer la crédibilité des entreprises françaises qui attaquent des marchés à l'international, puisqu'aujourd'hui on est obligé d'aller attaquer ces marchés à l'international, pour lesquels on nous rétorque assez facilement, mais vous n'avez rien installé chez vous, vous venez tout de suite chez nous alors que vous avez des concurrents de notre pays, alors que chez vous, vous ne déployez rien. Donc il y a un souci d'image et de crédibilité qui est en lien avec ça également. Et donc un double effet levier à un déploiement rapide pour lesquels, là, je pense que l'État, les collectivités, les régions peuvent prendre en main des déploiements, que ce soit dans des sites isolés d'applications que je citais, ou dans des applications de micro-réseaux pour les îles pour lesquelles il y a des besoins. Vous nous demandiez également d'avoir quelques perspectives de marché pour demain, des générateurs de courant de secours pour aller venir faire du
non pas de l'alimentation permanente sur des sites, mais de backup, de secours sur des data centers, sur des hôpitaux où l'hydrogène peut amener de la pertinence. Des groupes auxiliaires de puissance également dans les applications aéronautiques ou les secteurs maritimes. Et puis les usages de l'hydrogène décentralisé en équilibrage du réseau. On parlait de microcentrales, d'équilibrage de bâtiments, de stockage. On était très proche d'une démarche qui est menée également dans la région Nord-Pas-de-Calais, où Jérémy Rifkin a été missionné pour réfléchir à ces applications-là. Cette troisième révolution industrielle qui est prônée là-dessus sur le réseau énergétique intelligent qui passe par de l'intégration de production renouvelable dans les bâtiments, couplés à des moyens de stockage intégrés qui eux-mêmes sont connectés et pilotables à distance sur les réseaux. L'intérêt de nos systèmes qui sont des systèmes plus petits, plus décentralisés, permettent une diffusion plus diffuse. Ces technologies sont prêtes et peuvent être déployées et présentent un intérêt d'investissement qui sont plus progressifs puisqu'on est plus dans une logique de mitage de ces installations au sein des quartiers, au sein des bâtiments, au sein des petits industriels, plutôt que des grosses installations qui peuvent être accouplées et qui ont également une pertinence à être accouplées à des fermes solaires ou des fermes éoliennes. Voilà, donc c'est en effet, ce sont là des perspectives moyen-long terme. En tout cas, ces technologies que nous développons pour les sites isolés seront prêtes demain pour venir répondre à ces besoins-là, moyennant bien entendu la logique de réalisme. Les prix actuels sont élevés puisqu'on est en phase de développement. On va chercher des marchés de niche pour pouvoir les développer là où on présente un retour sur investissement direct aujourd'hui, avec ce qui nous permettra de tirer une industrialisation, de baisser nos prix et d'adresser des marchés de masse beaucoup plus conséquents qui, eux, seront en lien avec plus de transition énergétique pour demain. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Amari, pour la clarté de votre exposé.